Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, je vois que ce symposium attire énormément de monde. Donc, merci aux derniers arrivés. S'il vous plaît de vous installer rapidement, on va commencer pour éviter de prendre du retard. Et l'idée étant de laisser un maximum de temps pour la discussion, parce que je pense qu'il y en aura beaucoup. Donc moi je suis le docteur David Boutolo, je suis virologue à la Pitié-Salpêtrière et donc on va voir donc ces diagnostics syndromiques. Donc on va faire d'abord le point de vue, on va dire du clinicien, donc avec Jean-François Timsit. Ensuite donc le point de vue du microbiologiste avec Benoît Vissot et donc ensuite on aura les questions et commentaires. Donc tout d'abord le point de vue donc du clinicien avec Jean-François Timsit. Merci beaucoup, bonjour à tous. Pendant votre déjeuner, on va parler un peu de clinique. Alors moi, je vais faire commande au Père Noël. Je ne vais pas parler des sous, de l'allocation budgétaire, on verra après. Mais je pense que si la nécessité clinique existe, les sous, c'est pas un problème. Si la nécessité clinique est prouvée. Et c'est ça, à mon avis, l'essentiel, à mon avis, qu'il faut retenir. Voilà mes conflits d'intérêts. A priori, je ne pense pas que ça change ma façon de voir les choses. Bon, le diagnostic moléculaire, c'est très clairement quelque chose qui change. On va très vite, on est en train de passer du miasme à la bactériologie classique à une bactériologie plus moléculaire. Une bactériologie d'expertise pour aller plus vite vers des diagnostics compliqués, pour aller vers un diagnostic qu'on n'était pas capable de faire mais auquel on a pensé, ou pour mettre en évidence une bactérie qui n'est pas cultivable. Donc tout ça étant le domaine de quelque chose qui serait une microbiologie d'expertise et une infectiologie d'expertise vers des diagnostics extrêmement pointus qui ne nécessitent pas une vitesse et un temps de réponse très très important. Et puis, on en rentre dans un monde où, on nous propose des techniques moléculaires non plus adaptées au diagnostic d'un micro-organisme, mais à un diagnostic syndromique. Un diagnostic syndromique, et on va parler surtout ici des infections respiratoires et des infections neuroménagères, mais on pourrait imaginer de développer ce diagnostic syndromique pour tout. Alors bien sûr, on a besoin d'un diagnostic étiologique rapide. Moi, je veux ma commande au Père Noël, je veux que j'ai un diagnostic tout de suite, documenté, je veux identifier de nouveaux pathogènes, je veux éviter. Et ça, je pense que c'est peut-être pas suffisamment dans la tête des gens qui ne font pas de la clinique, des diagnostics alternatifs intempestifs et une recherche de diagnostics étiologiques intempestifs alternatifs. Et je veux maîtriser l'utilisation des antibiotiques, et c'est clairement un problème, gérer mon risque viral, essayer d'éviter les épidémies ou de les comprendre. Et puis vous allez voir qu'il y a quand même des petites données qui font penser que de plus en plus on a des épidémies et que si un rhume nous fout par terre, il n'y a aucune raison que les malades, les rhumes ne les foutent pas par terre. Et je pense qu'il y a des choses à voir là-dessus. Le parcours de soins et la durée de séjour est certainement important. Quel est l'impact et la copathogénicité de certains micro-organismes dans certaines situations, et puis bien sûr rationalisation des coûts, on en discutera tout à l'heure, et veille épidémiologique qui me paraît être tout à fait important. Voilà mon agenda aujourd'hui. On a besoin de ce diagnostic étiologique rapide, je crois qu'on est tous d'accord, pour accélérer le traitement étiologique documenté. Vous allez voir que ce n'est pas si évident que ça, pour éviter les traitements empiriques inutiles, et avec cette notion qui est très importante, qui va être que finalement cette microbiologie extrêmement rapide sera une microbiologie comme les admissions non programmées, quelque chose qui n'est pas forcément donné à l'expert, mais donné immédiatement en temps réel avec un temps de réponse extrêmement rapide, où l'expertise est moins là. Et donc il va falloir apprendre à travailler avec. Et puis éviter des examens complémentaires inutiles. Alors, on est quand même des grands champions. Je veux dire, si on regarde l'infection pas sévère, on est quand même vice-champion d'Europe de la consommation d'antibiotiques en ville. Et donc, je pense que la base, ce qu'on peut retenir en France, c'est qu'on a un effort considérable à faire pour diminuer l'utilisation des antibiotiques en France, en particulier sur les infections peu sévères.
Le plan antibiotique, ça avait été vachement bien. Les antibiotiques n'étaient pas automatiques. On avait bien fait diminuer les choses. Mais regardez ce qui se passe à l'heure actuelle. On ne peut pas dire qu'on soit très très fort. Et donc, on est en train de gentiment revenir à la case départ en remontant considérablement. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, vous savez bien que la résistance bactérienne, elle va de la communauté à l'hôpital et vice-versa de plus en plus. On utilise des molécules de réserve. On utilise de plus en plus de carbapénème et résultat, on a des catastrophes. Donc quand on va parler du virus, de la communauté, du malade pas sévère qui a un petit rhume à qui on va donner de l'amoxicilline, on parle aussi du traitement des malades qui ont des infections à bactéries productrices de carbapénémase ou à des BHR. Pour mettre en perspective et la notion de valeur prédictive négative, voilà une histoire qui n'a pas tout à fait à voir, mais vous allez voir que ça revient à ça. 54 ans, chauffeur, en août dernier, il arrive, tout Disney. 4 jours après, il est en détresse respiratoire, il arrive aux urgences, il n'a pas vu d'antibiotiques. Il a des prélèvements le 25 août, il est assez sévère, il a l'hyponatrémie, l'insuffisance rénale aiguë, la confusion, le choc. On pense tout de suite qu'il a une bactérie, soit pneumocoque, soit légionnelle. 15 000 blancs, une PCT très élevée, un ECBC négatif, un lavage négatif, une antigénérie pneumocoque négative, une antigénurie légionnelle sur les premières urines négatives, il vient un urique, donc on n'a pas d'autres antigénuries, une PCR multiplex négative. Nasopharynx, lavage, un BK négatif, parce qu'on cherche, toujours rien, on continue un traitement empirique avec une bêta-lactamine et une fluoroquinolone dans ce cas-là. Deuxième lavage négatif, on n'a pas d'autres étiologies, on fait un body scanner, angioscan négatif, rien à mettre, toujours un malade extrêmement sévère. Le traitement, il est poursuivi pour intuition clinique. On dit, c'est pas possible. Il a trop de chances d'avoir une légionnelle et je ne peux pas m'arrêter. Effectivement, la culture pousse à J13. Tout ça pour dire que la valeur prédictive négative d'un examen, c'est fondamental. Et si vous avez une probabilité pré-test, et dans ce cas-là, elle était relativement élevée, tout est négatif, mais je pense que c'est une légionellose. Ça a l'odeur, ça a la couleur d'une légionellose, ça a l'examen clinique d'une légionellose, et ça n'est pas une légionellose, non, c'est pas possible. Et bien, quand vous regardez la probabilité post-test, c'est la probabilité, même si on avait un examen avec une sensibilité, une spécificité de 95%, même la probabilité post-test, elle n'atteint pas 50% dans ces cas-là. Ce qui veut dire que mon raisonnement et mon empirisme et mon expertise, ou notre expertise, a abouti à un raisonnement clinique, mais qui n'est pas uniquement basé sur la valeur diagnostique de l'examen complémentaire qu'on a fait. Et c'est le cas toujours, ça. On doit donc apprendre à se servir des examens dont on dispose. Et c'est extrêmement complexe. Tout à fait logique, tout ça. Voilà pour une histoire négative sur la PCR, mais qui nous met en évidence qu'est-ce que va être le concept de mettre à tout le monde des PCR syndromiques ou des techniques syndromiques, et leur réaction par rapport à ça. Et ça, c'est fondamental, c'est là-dessus qu'on doit travailler. Bien sûr, ces PCR, alors ici, une PCR maison, avec énormément de germes sur des pneumonies graves. Si on sort des malades communautaires, mais qu'on va dans l'hospitalier, vous voyez, une PCR très compliquée, faite par l'équipe de Conway Morris, qui ont beaucoup travaillé sur la pneumonie communautaire. Et donc, ils ont effectivement fait des PCR virales, des PCR maison bactériennes, très nombreuses, et ils s'aperçoivent et ils arrivent à quantifier un petit peu, en faisant un petit peu de quantitatif là-dessus, et ils ont regardé un peu ce qu'ils obtiennent, extraordinaire. Ils arrivent à un diagnostic microbiologique de pneumonie communautaire qui a 86% sur une pneumonie de ville, alors que toutes les études sont à 40-45. Ils arrivent aussi à avoir des pathogènes et à intensifier et à quantifier. Et ils regardent un petit peu ce que ça aurait fait si on avait appliqué ces résultats sur le traitement antibiotique qui est fait. Vous voyez le nombre de désescalades qu'on aurait pu obtenir si la technique était disponible d'emblée, si on avait le résultat très vite. Les escalades, très peu de cas, avec un peu d'ajout d'antibiotiques, un peu d'élargissement de spectre, et puis pas de changement finalement, très très peu. C'est dire que même dans ces pneumonies hospitalisées, si on suivait ces résultats, on pourrait arriver à quelque chose de très bien. Et c'est vrai aussi en réanimation, sur les pneumonies très sévères, vous voyez que l'utilisation des techniques moléculaires a abouti à un diagnostic, en tout cas à la présence d'un certain nombre de pathogènes ou de micro-organismes qui augmentent considérablement.
Même cas sur la pneumonie nosocomiale, on augmente de gravité encore. Si on fait de l'ARN-CSS, ici sur des échantillons congelés, et qu'on regarde si ce type de technique, là aussi avec une approche quantitative par le nombre de cycles, pourrait aboutir à un diagnostic précoce, alors là, pas tout à fait rapide, puisque le temps de réponse est de 4-6 heures, mais quand même, vous voyez qu'avec vraiment une série qui représente vraiment les malades de réanimation et de pneumonie nosocomiale, vous voyez qu'en 6 heures, on arriverait à faire un diagnostic tout à fait intéressant. D'où l'intérêt peut-être de ces PCR extrêmement élargis à tout le domaine de la pneumonie communautaire et nosocomiale, qui pourraient avoir de très bonnes sensibilités, en tout cas in vitro et expérimentalement, elles ont une très bonne sensibilité. Mais la question, c'est quel est l'impact thérapeutique et pronostique en réanimation, en particulier dans ce cas-là. Alors, si on regarde les séries sur les PCR de type BioFire, effectivement, la PCR est tout à fait intéressante et on a des résultats qui sont excellents en termes de sensibilité et spécificité. Ma question à moi, c'est quand on a un diagnostic positif, c'est qui a raison? Est-ce que la microbiologie classique que j'ai appris depuis que je suis tout bébé, elle est vraie ou est-ce que c'est la nouvelle qui est vraie? C'est extrêmement compliqué. Est-ce que c'est des problèmes de sonde qui font qu'il y a des faux négatifs? Ou est-ce qu'effectivement le germe n'existe pas? Est-ce qu'il y a des trous de spectre ou est-ce qu'il n'y en a pas? Comment j'apprivoise ce type de technique pour avoir un raisonnement au lit du malade et une interprétation qui est intéressante? Et est-ce que les faux positifs, c'est aussi grave qu'un faux négatif? Pas facile, ça dépend vraiment du contexte, ça dépend de la gravité des malades. Il faut savoir que toutes ces maladies, elles sont, là on parle d'infection, mais quand on regarde les causes de syndromes qui miment la pneumonie nosocomiale, ici une étude qui est assez ancienne de Meduri, vous voyez que parmi 50 malades, 45 qui ont une source identifiée de suspicion de pneumonie nosocomiale, vous en avez 37 qui ont une cause infectieuse, 8 qui ont une cause uniquement infectieuse, et parmi les 37 qui ont une cause infectieuse, il y en a une forte partie qui ont une cause infectieuse qui n'est pas liée à la pneumonie nosocomiale. Vous voyez qu'on rentre dans un syndrome où il y a plein de choses derrière. On ne va pas uniquement sur une seule maladie. Si on regarde le système nerveux central, là aussi, les PCR multiplexes sont très intéressantes. Elles nous améliorent la vitesse à laquelle on va avoir un diagnostic viral ou bactériologique, avec des sensibilités et des spécificités intéressantes. Voilà les concordances de positivité entre la microbiologie classique ou les PCR monoplex et les PCR multiplex. Et puis, il reste quelques discordances de faux positifs ou de faux négatifs. Très récemment, on a vu des immunocompétents avec des PCR HHV6 positifs dans une méninge. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on a affaire à une méningite HHV6 chez l'immunocompétent? Oh, il y a des gens qui disent non, ça n'existe pas. Mais on n'en sait rien, en fait. En fait, on n'en sait rien. Moi, je ne sais pas. Donc, en l'occurrence, qu'est-ce qu'il faut faire de ce genre de choses? Je ne sais pas. Donc, il faut apprendre à le comprendre et à savoir. Et ce n'est pas du tout évident. Et probablement, il faut réapprendre une partie de l'infectiologie en utilisant ces techniques. Alors, qu'est-ce que ça peut faire, ce type de technique, en particulier les PCR virales, pour diminuer la consommation d'antibiotiques? Alors, si on regarde cette première étude randomisée de branche qui commence à quelques années, vous avez fait une PCR virale versus un traitement contrôle des malades peu graves qui ont un syndrome grippal avec une détresse respiratoire aiguë, mais ce n'est pas des malades très sévères. Ils ont fait une étude randomisée où ils ont combiné deux choses, une procalcitonine et une PCR virale, et ils ont dit, voilà, si la procalcitonine est très basse et que la PCR est virale est positive ou négative, on ne vous propose pas d'antibiotiques, et puis plus la procalcitonine est élevée, et plus les antibiotiques sont fortement recommandés, et on regarde ce que fait la PCR virale sur le résultat. Premier résultat, beaucoup plus de virus si on fait des PCR virales multiplex que si on fait des PCR monoplex sur demande. Alors voilà les caractéristiques des malades qui sont dans cette étude. Et qu'est-ce que ça fait en globalité? Est-ce que ça influence la durée de prescription? Oui, la procalcitonie influence la durée de prescription. Oui, le fait d'avoir des virus positifs, ça diminue la durée de prescription par rapport au fait d'avoir des virus négatifs dans les deux bras de cette étude. Mais par contre, si on regarde l'intervention en elle-même, est-ce qu'elle a eu une efficacité? Ben non. Pourquoi elle n'a pas eu une efficacité? Un, parce qu'on ne connaissait pas encore bien, on ne sait pas quoi faire de ça. Deux, parce que on est assez perplexe devant ces PCR virales et on se dit mais est-ce qu'on peut vraiment? Et finalement, ça n'est actif que si il y a une certaine adhérence
à l'intervention qui était proposée. Et ça n'est pas actif dans l'ensemble de l'intention de traiter dans cette étude. Alors le corollaire à ça, c'est soit le clinicien est très intelligent, il a eu de l'adhérence que là où il fallait, c'est possible, soit qu'on n'a pas appris à s'en servir, et que tant qu'on n'a pas appris à s'en servir, on aura du mal à rendre efficace une intervention. Une autre étude un peu négative, qui était une étude qui était dite pseudo-randomisée, parce que les jours impairs, ils avaient le point of care avec la PCR multiplex, puis les jours pairs, ils n'avaient pas. C'était aux urgences, c'était syndrome grippal. Il y avait des gens qui s'occupaient du projet, mais qui étaient là qu'aux heures ouvrables, qui n'étaient pas là la nuit. Et donc les PCR, elles attendaient un peu de temps en temps. Bon, vous voyez la PCR film-arrêt ici faite d'un côté, et de l'autre côté, ils avaient droit à toutes les techniques et ils faisaient éventuellement de la PCR monoplex s'ils voulaient. Résultat de cette étude, là encore, négatif. On continue à peu près pareil, on désescalade ou on escalade à peu près pareil dans le groupe intervention versus le groupe contrôle. Alors quand on regarde en détail les résultats, qu'est-ce qu'on voit ? 1, pas de programme d'éducation, pas de suivi. 2, pas mal de missing data dans cette étude, c'est pour ça qu'elle est dans un canard un peu moins bon que d'autres. 3, temps de réponse. À partir du moment où ce n'est pas fait immédiatement, 19 heures versus 39 heures, d'accord, mais 19 heures. Ce qui veut dire qu'en routine, est-ce qu'il faut partir sur une technique de recours disponible au laboratoire et auquel cas augmenter considérablement les moyens humains et les moyens de réponse? Est-ce qu'il faut partir sur du point of care? Qui contrôle? On en discutera tout à l'heure, c'est très touchy comme sujet, mais je pense qu'il faut le mettre sur la table et discuter de tout ça. C'est important. Et vous voyez qu'effectivement, cette étude est totalement négative sur son résultat parce qu'il n'y a pas eu d'encadrement de l'utilisation de ce type de technique. La dernière étude qui est parue, mieux faite, mieux encadrée, dans Lancet Respiratory tout récemment, service d'urgence, 2 hivers, là aussi, syndrome respiratoire aigu avec un peu de fièvre, c'est des malades des urgences, pas très sévères, pas de mortalité particulière. Et là, effectivement, il fallait voir si le fait de mettre une PCR multiplex améliorait les choses. Là, pour le coup, le délai de rendu, il est top. 2h03, c'est fait immédiatement, en temps réel, et il y a plein de machines partout, ils en ont mis plein l'hôpital. Il y en a plein, il y en a aux urgences, il y en a un peu dans les services médicaux, et il y a tout un tas de techniciens qui s'occupent d'aller voir les résultats, de les rendre, etc. Et là, effectivement, le résultat est mitigé. D'abord, on trouve beaucoup plus de virus. Le temps de réponse, il est extrêmement bon sur les PCR versus une PCR monoplex faite sur demande. Et on s'aperçoit que sur la globalité, sur le critère de jugement principal, c'est-à-dire est-ce qu'on a donné un antibiotique au début, ça ne change rien. Mais par contre, sur la durée de traitement et sur le nombre de malades qui ont plus de 48 heures de traitement, ça change de façon très significative. Ça change, mais ça ne change pas du tout les antibiotiques IV. Ce qui veut dire que les malades les plus graves, il y a une reluctance, une réticence à utiliser les résultats pour arrêter les antibiotiques. On arrive à donc cette proportion de malades importants et une diminution de durée de traitement globale qui est finalement que de 1 jour, qui n'est pas très très importante par rapport à ce qu'on aurait pu attendre. Là aussi, pas de standardisation de la prise en charge. L'effet, il est minime par rapport à ce qu'on pouvait attendre. Ce n'était pas du tout prévu comme ça. Ils attendaient un effet qui était bien plus important. Il n'y a pas d'effet si les antibiotiques sont donnés avant les résultats de la PCR. Donc c'est dans quel cas on peut attendre? Est-ce que 2h03 en moyenne, ça suffit? Parce que finalement, un traitement d'une infection sévère, c'est dans l'heure. Donc 2h30 ou 2h15, est-ce que ça suffit? Ce n'est pas évident. Pas d'effet pour les malades les plus graves, probablement parce qu'on ne connaît pas encore, qu'on a encore peur et qu'on se dit finalement ça ne fait pas de mal de donner des antibiotiques. Ce qui n'est pas sûr. Et finalement, ça ne permettait pas toujours, puisque c'était qu'une PCR virale dans ce cas-là, d'éliminer une infection bactérienne associée, et ça c'est important. On va monter un essai randomisé contrôlé qui s'appelle Multicap, qui est un PHRC national, qui va démarrer très bientôt, qui va comparer la PCR film-arrêt complète, virus et bactéries, avec un schéma décisionnel utilisant aussi la procalcitonine versus un bras contrôle où on fait qu'une PCR monoplex grippe
pour voir si on a un impact réel sur le nombre de jours vivant sans antibiotiques. Et cet essai randomisé, dont probablement beaucoup de gens ici vont participer, va démarrer tout bientôt. On donnera un peu les réponses bientôt. Alors, la deuxième chose qu'on peut attendre, c'est de donner des informations pronostiques. Alors, donner des informations pronostiques, c'est surprenant. Par exemple, dans les pneumonies communautaires sévères, si on compare les bactériens purs avec les bactériens viraux, eh ben, la mortalité n'est pas la même. Nous, on a fait pareil. On a pris en rétrospectif les PCR qu'on avait faites avec le RespiFinder habituel, avec les pathogènes viraux et puis quelques pathogènes screenés. Et on a regardé un peu la différence entre les bactéries pures, les virales pures, les mixtes et pas d'étiologie. Et on s'aperçoit que les mixtes, effectivement, ils meurent plus, ils restent plus longtemps, ils ont grosso modo la même gravité. Alors, on a refait cette analyse avec un essai. Alors vous voyez, ce qu'on trouve, c'est pas du tout que de l'influenza. On voit pas mal de rhinovirus, on voit des VRS, on voit beaucoup de choses, et on ne sait pas trop quoi en faire chez l'adulte qui a une pneumonie sévère hospitalisé en réanimation. Et quand on fait une analyse multivariée avec les autres facteurs, eh ben on s'aperçoit qu'avoir une étiologie mixte, ça tue les malades, plus que ne pas avoir de virus présent. Et cette analyse, si on fait un sous-groupe en excluant les influenzas, vous allez me dire la grippe, c'est un autre problème, eh ben c'est pareil, même résultat. On peut reprendre ça en faisant du cas contrôle, en disant bon, on va prendre les malades qui ont du pneumocoque et puis on va les apparier des malades qui ont du pneumocoque et un virus, et on va faire pareil pour tous les germes, et on a juste même résultat. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Est-ce qu'il y a une copathogénicité ? Est-ce qu'on va apprendre des choses là-dessus ? Très probablement, il y a beaucoup de choses à apprendre là-dessus. Moi, je suis sûr qu'un rhume me fout par terre de temps en temps, et je vois un certain nombre de gens qui viennent pas bosser en ce moment, parmi mon personnel, donc je ne vois pas pourquoi ça ne gênerait pas les malades. Et je pense qu'il y a quelque chose à creuser, il y a des choses à apprendre sur les maladies auxquelles on a à voir en ce moment. Dans les infections nosocomiales, c'est la même chose. On trouve des virus, et dans nos infections nosocomiales, encore en rétrospective, une durée de séjour qui est rallongée par la présence d'un virus par rapport à l'absence de virus. Fait encore plus troublant, un certain nombre de malades ont eu des PCR négatives qui se positivent en cours de séjour. Et on n'est toujours pas sur l'influenza, on est sur du VRS, etc. Et donc la pneumonie nosocomiale, il y a une moitié d'acquisition nosocomiale de ce type de virus, qui ont probablement eu un impact, en tout cas sur ce qu'on voit, sur l'augmentation de la durée de séjour, et donc peut-être une transmission croisée d'un certain nombre de choses, peut-être des stratégies préventives qui vont changer avec l'utilisation de ces PCR extensives pour voir qui, comment porter un masque, faire de l'éviction, comment soigner les malades. Et on peut mettre ça en perspective avec ce qu'on sait sur certains germes dits non pathogènes. Et ici, une PCR sur la race mycoplasme. Je ne vous lirai pas ça, j'arrive pas à le lire. Toujours est-il que des mycoplasmes non pathogènes sont retrouvés plus fréquemment chez les malades qui ont des pneumonies nosocomiales que chez les malades qui n'en ont pas. Et que si on s'amuse à mettre des monocytes avec ce Mycoplasma salivarium, eh ben on diminue la réponse au TNF et on diminue l'activité du macrophage pour phagocyter ce mycoplasme. Donc probablement, ces copathogènes, qu'on connaît extrêmement mal, ont une importance clinique certaine, qu'on va peut-être apprendre à regarder avec ces PCR très larges et qu'on verra ensuite. Alors après, est-ce qu'il faut un test syndromique ou un test étiologique orienté ? C'est la vraie question. Et c'est pas facile de répondre à ça. Très clairement, je vous ai montré la VPN tout à l'heure, mais la VPP, ça dépend aussi de la prévalence. Et chez quel malade demander un test et que faire d'un résultat que l'on n'attendait pas, c'est nos questions actuelles. Et clairement, nous devons apprendre. Alors on sait qu'il y a pas mal d'enfants et d'adultes qui sont asymptomatiques pour un certain nombre de virus quand on les teste. On sait que grippe, VRS, métapneumo, c'est probablement pas bon, et en particulier chez les enfants. Mais que faire des autres ? Ça, on ne sait rien. Alors on vous écrit, sont à interpréter à la lumière de la clinique. Vous parlez d'un truc. Hein. On est content avec ça. Donc, et effectivement, on s'aperçoit quand on regarde cette série où ils ont fait des TDM systématiques aux malades, donc il y avait une pneumonie radiologique évidente, il y a des virus, quand on va aux urgences, qu'on a une pneumonie documentée, il y a des virus et on ne sait pas quoi en faire,
Et ce n'est pas du tout facile de savoir ce qu'il faut en faire. Donc, les bénéfices individuels, on a parlé de la VPN, on a parlé de la VPP, qu'est-ce qu'il faut en faire? Le bénéfice collectif, c'est un danger, parce que la PCR syndromique, c'est peut-être de faire des examens à n'importe qui et sans maîtriser les choses. À l'inverse, faire des tas d'examens monoplex, ça peut finalement être pas tellement mieux. Les points positifs, c'est qu'on découvre des choses, on découvre des nouveaux concepts, on modifie nos connaissances, on améliore peut-être des paramètres pronostiques en traitant des choses qu'on n'aurait pas vues. Et où on doit placer ça? Est-ce qu'on doit le placer à la routine ou à l'expertise? Très clairement, ces tests extrêmement rapides vont avoir une partie de routine et vont avoir une partie d'expertise. Il va probablement falloir dissocier le rendu immédiat et la rétro-information et l'utilisation des données quelques heures après, et donc une réorganisation du laboratoire qui va être très importante. Voilà ma conclusion. On doit clairement apprendre. Les miasmes, c'est un peu fini, il faut qu'on avance un peu. La maîtrise de la consommation, c'est une nécessité, en particulier pour les infections les moins sévères et les infections communautaires. Et je pense que là, il y a une forte place pour la médecine dite algorithmique rapide, de routine, non programmée, non spécialisée, avec, et il faut réfléchir à ça, un recours disponible soit en semi-urgence, soit avec une alerte téléphonique, je ne sais pas comment, à un expert pour vous aider à décider dans ces cas-là. Mais on est encore dubitatif sur plein de choses. Il faut apprendre à interpréter les résultats en fonction du contexte, faire confiance aux résultats et ne pas traiter ou désescalader pour tout le monde. Et donc, c'est là où l'expertise est importante. Il y a un problème dont je n'ai pas parlé, qui est la maîtrise des trous de spectre des PCR, parce que c'est bien gentil d'avoir une sonde, mais vous ne pouvez pas avoir des sondes à l'infini. Et donc peut-être que ce n'est pas pareil par rapport à ce qu'on pourrait faire en microbiologie classique. Et puis comprendre la signification de certaines positivités de PCR virales ou de présence d'organismes du microbiote dans la pathogénicité. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cet exposé très complet. Donc, je passe tout de suite la parole à Benoît Vissot donc pour la partie microbiologie, donc laboratoire. Et ensuite, comme ça, on pourra discuter par rapport aux deux interventions. Donc, bonjour à tous. Donc, je vais cette fois-ci parler de la même chose, mais avec un point de vue un peu plus centré sur le laboratoire et les différentes organisations et problèmes au laboratoire, enfin, vus du laboratoire. Donc, mes conflits d'intérêts. Alors, juste un rappel, mais tout le monde sait ça, dans ce qu'on appelle le test syndromique rapide, c'est qu'on parle d'un syndrome infectieux. On fait une PCR pour les détecter tous, que ce soit des virus, des bactéries ou des parasites. Alors, on est bien d'accord, quand on dit tous, c'est jamais tous, c'est la plupart d'entre eux. Et rapide, parce qu'on essaie de le faire dans un temps très très court, en général 1 heure au laboratoire. Alors, quand on a ces tests-là, on se pose tout de suite la question de quelles sont leurs performances, qu'est-ce qu'ils apportent au laboratoire et aux patients, et comment est-ce qu'on peut s'organiser autour, parce que clairement, ils sont nouveaux, ils sont assez disruptifs dans l'organisation des laboratoires, en tout cas chez nous, mais dans beaucoup d'autres endroits, et ils posent plein de soucis d'organisation. Alors évidemment, quand on parle de ces tests, on parle évidemment des balances sur les apports et les risques, et les coûts, qui sont évidemment très différentes à appréhender en fonction du syndrome auquel on s'adresse. Moi, ici, je parlerai que des deux pour lesquels on a une petite expérience dans mon laboratoire. C'est le test respiratoire nasopharyngé et le test des méningoencéphalites. Alors, pour parler du respiratoire haut, quand on veut parler de ses performances et de ses apports, donc M. Timsit en a déjà bien montré, on part d'une démarche qui est souvent très compliquée au niveau de tests comparateurs, suivant les laboratoires, les hôpitaux et les patients qui vont avec. On a des organisations très différentes, souvent à base d'immunochromatographie ou d'immunofluorescence, mais qui ne permettent pas de tout dépister et qui sont moins sensibles chez l'adulte, ou avec des PCR simplex, mais là on se heurte au problème de comment organiser ça. Il y a souvent des jeux de PCR duplex, triplex, on fait un premier batch pour identifier les plus urgents, les plus fréquents à cette période-là, la grippe et le VRS par exemple, et après on décompose, ce qui est assez lourd, assez coûteux en temps, et les résultats du coup mettent un certain temps à arriver. 2 études publiées avec une comparaison avant l'abord des PCR multiplex rapides et après l'arrivée des PCR multiplex rapides, 2 grands messages. La première a été faite chez l'enfant, la seconde chez l'adulte. C'est qu'on voit le premier grand message, c'est les points en bleu, c'est qu'on raccourcit considérablement le temps de rendu. Dans la première étude, il passe à 6,4 heures pour obtenir un résultat pour le clinicien au lieu de presque 20 heures. Et dans la seconde, on passe en dessous des 2 heures alors qu'on était à 8 à 13 heures. Donc on rend les résultats beaucoup plus vite et c'est extrêmement important puisque le principal apport de ces tests, ça va être de pouvoir épargner les antibiotiques
réorienter le patient, ne pas l'hospitaliser, etc. Donc là, le délai de rendu est critique pour que le test ait vraiment un impact maximum à ce niveau-là. Le second apport, c'est qu'on trouve beaucoup plus de choses que ce qu'on voyait avant. Donc la première, c'est chez l'enfant. Ils partaient de 60%, ce qui est déjà beaucoup, mais c'est l'enfant. Et ils arrivent à 78%. La seconde, chez l'adulte, ils partaient de très bas, mais c'est parce qu'ils, je pense, ils utilisaient énormément de tests immunochromato, qui ne sont pas très bons chez l'adulte. Ils partaient de 8% et ils arrivent à 41%. Ces deux études sont menées en période hivernale. Donc, les deux études soulignent qu'il y a un impact positif, mais exactement comme l'a montré Jean-François, qui est un peu borderline. On voit des impacts, un peu moins d'antibiotiques, un peu moins d'examens complémentaires, des patients qui ressortent plus vite. On n'arrive pas bien à chiffrer quel argent on a économisé précisément en corollaire, c'est très compliqué à faire, mais il souligne dans les deux études que cet impact est d'autant plus fort que le test est rendu très très vite. S'il est rendu en 1 heure, c'est bien. S'il pouvait être rendu en un quart d'heure, ce serait encore mieux. S'il est rendu en 3-4 heures, c'est beaucoup moins bien. Alors pourquoi est-ce qu'il trouve plus de choses ? Typiquement, la première étude chez l'enfant, on ne trouvait que du VRS, parce que c'est ce qu'on cherchait principalement en période de VRS. Tout d'un coup, on se met à trouver aussi de la grippe, un peu de métapneumo qui, chez l'enfant, a exactement la même pathogénicité que le VRS, et puis ce fameux rhinovirus en grande quantité. Chez l'adulte, on trouvait surtout de la grippe, un peu de VRS, et on ressort d'autres virus, comme le métapneumo qui était très fréquent dans cette étude, ou encore une fois le rhinovirus. Donc, ce qu'on a observé, nous, à Bichat, depuis qu'on utilise ces tests, donc chez l'enfant d'abord, on a un taux de positivité global, nous, sur toute l'année, à 51%, avec des champions de toute catégorie, qui sont les enfants âgés de 6 à 36 mois, qui montent à 81% de positivité et 25% de co-infection virale. Donc là, avec un gros problème pour nos amis cliniciens, c'est quand on commence à rendre des résultats aussi complexes, ils peuvent oublier tout ce qui est technique de cohorting, parce qu'il n'y a plus un seul patient qui peut être cohorté avec un autre. Chez l'adulte, on a un taux de positivité global sur toute l'année à 30%. Donc vous avez ici en noir le nombre total de prélèvements qu'on a reçus chaque mois et en rouge le nombre de positifs. Les deux échelles sont exactement la moitié l'une de l'autre. Donc quand les deux lignes se touchent, c'est qu'on a 50% de positifs. Et on voit qu'en hiver, on est effectivement un petit peu au-dessus des 40%. Et en plein mois de juillet, on est entre 15 et 20% de positifs quand même. On trouve de tout. Et encore une fois, le virus le plus fréquent, c'est le groupe des picornars, rhino-entéro, suivi par la grippe, les corona para-influenzae et VRS, et moins fréquemment les métapneumo, adéno ou bocavirus. Donc on trouve de tout, pas tout à fait toute l'année, on trouve du rhino, du para-inf toute l'année, et puis tous les autres en période hivernale. Une autre surprise moi que j'ai eue, parce que sur les bancs de la fac, on m'avait appris effectivement la bactériologie, enfin la virologie telle qu'elle existait à l'époque, avec un étageage des virus respiratoires, et le grand exemple typique, c'était le rhinovirus, qui se multiplie mieux à 33 qu'à 37, donc il n'arrive pas bien à descendre des poumons, et il ne donne que des rhinites, d'où son nom, ou common cold en anglais. Si on regarde ici les tests qu'on a fait dans les différentes unités en haut, donc dans l'nasopharynx et en bas dans le liquide broncho-alvéolaire, si on regarde que la réanimation, alors pourquoi la réanimation ? D'abord parce que je parle après Jean-François, donc je n'ai pas le choix, il faut que je parle de la réanimation, et plus sérieusement parce que ce sont les patients les plus sévères et que la réanimation prélève à peu près au même taux, été comme hiver, le nez et le poumon, alors que les autres unités prélèvent beaucoup plus le nez en hiver, donc ça fausse un peu les comparaisons. Donc on voit bien qu'en réanimation, on ne trouve pas tellement de différence entre le nez et le poumon de nos patients, on trouve les mêmes virus dans les deux compartiments, et celui qu'on trouve le plus fréquemment dans les poumons, c'est encore et toujours ce fameux rhinovirus qu'on ne suspecte, donc la plupart du temps, on traite par un grand mépris. C'est aussi le plus fréquemment, plus fréquemment isolé dans toutes les autres unités. Alors après, ça pose la question de quel est l'impact réel de ce rhino, est-ce que vraiment il rend les patients malades ? Donc moi, chaque fois que je vais à un congrès, maintenant, et quelqu'un parle de test syndromique multiplex respiratoire, il nous montre une photo d'un patient en réanimation grave, qui ne répond pas aux antibiotiques et qui n'a qu'un rhino. Donc on en a tous, et suivant l'audience à laquelle je parle, parfois je me fais gronder en disant non, c'est quand même pas un virus très méchant, parfois je me fais gronder dans l'autre sens en disant bien sûr, on a tous eu des cas. Donc c'est un peu compliqué et manque encore de preuves pour prouver que oui ou non, ce rhinovirus est méchant. Mais pas que lui, c'est vrai pour tous les virus. Donc à Bichat, ces deux études-là que Jean-François a présentées rapidement, mais je vais juste revenir sur 2 points. En réanimation à Bichat, Claude Bernard, le premier c'est sur les pneumopathies aiguës communautaires en réanimation médicale, 31% sont virales avec qu'un virus retrouvé, 26% co-infection bactériovirale, ce qui veut dire qu'un patient sur 2 a un virus au niveau de ses poumons. Si on regarde maintenant pour les pneumonies nosocomiales, donc en bas, 17% sont virales, 13% sont des co-infections bactériovirales, donc on a un virus dans près de 30% des patients, même dans les pneumonies nosocomiales. Et comme l'a dit Jean-François, il y a une archi-minorité de grippe ici. Donc ce sont tous les autres virus qu'on laisse rentrer à l'hôpital, qu'on ne contrôle aujourd'hui absolument pas, qu'on n'isole pas, faute de pouvoir la plupart du temps, mais qui finissent quand même par atteindre des patients et on retrouve parfois en réanimation médicale.
Dans les deux cas, dans les deux études, la pneumonie était beaucoup plus sévère quand on avait affaire à une co-infection bactério-virale que quand on avait affaire à une infection bactérienne seule. Ce ne sont pas les seules études qui montrent ce phénomène-là, il y en a que ça commence à arriver. Alors, une fois qu'on a vu tout ce que ce test pouvait un peu changer dans notre compréhension, dans notre épidémiologie, dans notre compréhension des virus respiratoires, comment est-ce qu'on peut s'organiser autour? C'est très compliqué. On a commencé, nous, à Bichat, en 2009, à la demande de la réanimation et de la greffe pulmonaire, avec les premiers tests multiplex qui n'étaient pas rapides, c'était le RespiFinder 19, puis on a changé pour le RespiFinder 22, puis on est passé à l'Aniplex, et puis en 2017, on est même passé à la version Allplex. On a implémenté ensuite les PCR multiplex rapides en juin 2012, et puis en parallèle de tout ça, on a quand même continué à utiliser des tests spécifiques. Chez l'enfant, beaucoup l'immunochromato pour la grippe et le VRS, et chez l'adulte, la PCR pour la grippe. Et donc là, on voit bien le problème, c'est qu'on commence à arriver à une multiplicité de tests, même si la PCR syndromique simplifie un peu le jeu reste encore un peu compliqué. Donc si au début c'était assez simple, les PCR multiplex étaient réservés à la greffe pulmonaire et à la réanimation médicale, aujourd'hui, les urgences elles demandent aussi beaucoup, et on leur a autorisé, et lorsque le patient est hospitalisés au calme, là on s'autorise encore à rester sur les PCR syndromiques entre guillemets lentes qui sont moins coûteuses. Alors oui, je dis au calme, je vois des haussements d'épaule, oui, quand ils sont déjà hospitalisés et que la plupart du projet thérapeutique est déjà bâti. Mais la balance n'est pas facile à trouver entre les deux. Il y a toujours, chaque année on est en train de repenser un rééquilibrage entre les deux pour gérer un peu le bénéfice du test là où il a besoin d'être rapide et le coût de l'autre côté. Et puis en parallèle, on est aussi en train de réintroduire un petit retour en arrière, de réintroduire l'immunochromatographie en ce moment aux urgences. Alors pourquoi ? Voilà aux urgences la prise en charge idéale avec ces tests des patients. On a une suspicion clinique d'infection respiratoire virale, on le prélève, on réalise au plus près du lit pour le rendre au plus vite possible le test multiplex et en fonction des résultats, on va pouvoir poser le diagnostic et construire le projet thérapeutique, l'admettre, ne pas l'admettre, mettre les antibiotiques, les antiviraux, etc. Ça, c'est l'organisation idéale qui nécessite tout de même que le test soit fait 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Aujourd'hui, nous, on ne peut pas le faire encore. Donc c'est déjà un premier point qui nous limite. Un deuxième point qui nous limite, c'est que nous ne sommes pas dans le même bâtiment que les urgences. Donc déjà, il y a des grands délais le temps que le tube nous arrive. Il lui faut bien 2 heures en général. Donc 2 heures plus une. Le test n'a pas été fait en 1 heure au laboratoire. Et donc là, on arrive dans toutes les problématiques de le faire au lit du patient pour pouvoir considérablement accélérer ça. Et donc du coup, aujourd'hui, on réintroduit un peu les tests immunochromatographiques pour la grippe de façon à permettre une fluidité plus de souplesse au service des urgences quand nous on est fermé pour qu'ils puissent faire au moins la grippe et décider de l'hospitalisation, et puis d'aller un peu plus vite à ce niveau-là, et de limiter aussi les tests syndromiques, alors ça c'est aussi un grand débat, aux patients qui de toute façon n'est pas grave et rentrera chez lui quoi qu'il arrive. Est-ce qu'il faut vraiment dépenser un test syndromique pour lui, ou est-ce qu'on ne peut pas se contenter de la grippe pour le Tamiflu? Après, ça pose aussi la question de l'antibiothérapie en ville. Donc voilà un peu comment l'algorithme et la prise en charge est en train d'évoluer. Encore une fois, chaque année, on est en train de changer un peu et d'adapter un peu pour essayer de rester dans le meilleur équilibre possible. Donc voilà au niveau du panel respiratoire. On utilise maintenant aussi depuis janvier le panel méningo-encéphalite. Donc le voilà, qui fait les principaux virus des encéphalites et méningites, herpès 1, herpès 2, entéro, paréco, varicelle, moins fréquent et plus dans les situations particulières, CMV, HHV6, l'ensemble des bactéries fréquemment trouvées dans les méningites purulentes, et puis le cryptocoque pour les immunodéprimés. Le tout avec une prise d'essai limitée à 200 microlitres et un délai de rendu de résultat à moins de 3 heures. Et dans ces 3 heures, j'ai compté les 2 heures pour que le LCR nous arrive. Qui compte. Alors, bien évidemment, ce test change quand même beaucoup de choses en termes de raisonnement et de prise en charge. On est en train de rendre, là, en quelques heures, tous les pathogènes qu'on était habitués à voir revenir, enfin les résultats qu'on était habitués à voir revenir à 24 ou 48 heures quand on avait déjà mis un traitement probabiliste et qu'on avait déjà commencé à se poser et à réfléchir au calme. Donc ça change beaucoup de choses et ça fait un peu peur parce qu'il faut absolument que ce test soit excellent pour ne pas induire de fausses prises en charge dans un sens ou dans l'autre. Donc voici l'étude de performance qui avait été faite par le professeur Jérôme Le Goff qui a coordonné ça à partir de Saint-Louis, à partir des LCR congelés. On avait une excellente sensibilité pour les virus, à l'exception du CMV et de l'HHV6, où il y avait des discordances pour les faibles charges virales. Alors après, ces faibles charges virales, l'interprétation est compliquée en virologie. Pour les bactéries, la sensibilité était très très bonne. La Listeria n'avait pas pu être testée malheureusement. Et les cryptocoques aussi, en situation de diagnostic, il y avait une excellente sensibilité. Par contre, quand les patients sont traités, la PCR c'est négative très très vite. Donc on avait une très bonne sensibilité globale, qui était un peu grévée par le CMV et l'HHV6, et une très bonne spécificité. Il y a eu cette grosse étude américaine faite par Phil Marek, qui avait fait un peu une étude prospective de performance, qui montre exactement la même chose, d'excellente sensibilité, d'excellente spécificité. Donc on a introduit, nous, à Bichat, ce test en janvier.
On a été extrêmement prudent volontairement, c'est-à-dire qu'on a continué malgré tout à utiliser pendant un an les techniques standards de manière à s'assurer qu'on ne ratait rien ou qu'on ne rendait rien à tort. Une fois encore, parce qu'on avait très très peur d'induire des fausses prises en charge et des erreurs de management des patients. Donc on a fait en tout 500 films-arrêts. D'un point de vue de la virologie, on avait une excellente concordance entre les deux. Il y avait quand même, vous voyez, quelques cas discordants. Quand on retourne aux dossiers médicaux et qu'on creuse un peu qui a raison, qui a tort entre les deux tests, c'est moitié-moitié. Dans la moitié des cas, le film-arrêt trouve quelque chose que le test usuel a raté et c'est cohérent, et vice-versa. Donc globalement, en virologie, on est plutôt globalement très satisfait des performances, même si on n'a pas des tonnes de virus dans cette étude, mais globalement, ça marche plutôt très très bien. En bactériologie, on a aussi une excellente concordance, mais il y a un mais. On avait 6 positifs en film-arrêt. Sur ces 6 positifs, 2 ont été confirmés, l'un par le gramme, l'autre par la culture. 4 n'étaient quand même pas confirmés ni en culture, ni à un examen direct. Sur ces 4, il y en a un qui, à l'évidence, était une méningite purulente. Quand on reprend le dossier, il n'y a aucun doute. Donc on peut considérer que le film-arrêt n'avait pas tort. Pour les 3 autres, non. C'était ni des méningites purulentes, ni des méningites. 2 de ces patients étaient bien sceptiques, mais ce n'étaient pas des méningites. Donc après, ça dépend dans quel sens on le prend. On a trouvé 3 faux positifs sur 500 tests. C'est pas beaucoup. À l'inverse, on se retrouve exactement le même problème que pour la tuberculose. La moitié des positifs ne sont pas des méningites purulentes, ni des méningites bactériennes. Donc ça, c'est un message clé et important. Souvent, quand on voit ces tests syndromiques, on pense qu'ils vont solutionner tous nos problèmes, qu'on va arrêter de réfléchir. Alors, pour certains, c'est un drame, pour d'autres, c'est plutôt reposant. Mais c'est pas vrai. Dans un cas comme dans l'autre, c'est pas vrai. Si vous oubliez si vous prenez pour argent comptant ce que vous rendent vos tests, vous allez de toute façon, comme tout test de biologie médicale, vous allez dans le mur à un moment donné. Au niveau du cryptocoque, le film-arrêt en a trouvé un qui était un faux positif. Donc maintenant, comment est-ce qu'on peut s'organiser autour de ce test ? Alors, au laboratoire, là, c'est vraiment une diapo qui est très laboratoire de virologie. C'est un test qui nous plaît bien parce qu'on a moins d'étapes techniques, c'est moins long, on a moins de trousses, moins de contrôle, moins de contamination, moins de maintenance. Un gros avantage aussi, c'est qu'il est très très facile d'utilisation et il peut être fait par n'importe quel laboratoire qui n'est pas spécialisé en biologie moléculaire. Je pense au laboratoire de Garde pour pouvoir le faire en 24-24. Je pense aussi aux petits centres qui n'ont pas de la taille pour avoir de la biologie moléculaire et qui se retrouvent à externaliser les analyses, ce qui veut dire de grands délais pour le retour des résultats et qui peuvent accéder avec cette technique-là à des PCR pour ces diagnostics-là. Autre avantage, on n'utilise plus que 200 microlitres et enfin en virologie, il va nous rester du LCR après nos analyses pour pouvoir faire d'autres choses éventuellement et on raccourcit considérablement le délai de rendu. Donc voilà le diagnostic biologique tel qu'il s'organise après une ponction lombaire aujourd'hui. On prélève, on envoie un tube en biochimie, un tube ou 2 en bactériologie si on veut les PCR et un tube en virologie. Alors c'est un peu exagéré, à Bichat, dans la moitié des cas, le clinicien choisit et il y a un tube qui part en viro ou en bactério mais pas dans les deux. Et seulement pour la moitié des patients, ça part dans les deux. Et puis après, on se retrouve dans l'enfer des analyses de 2e ou 3e ligne. Il y a la parasitologie, la virologie spécialisée, l'auto-immunité, la tuberculose. On peut rallonger la liste à l'infini, l'interféron, etc., etc. Et on n'a jamais de toute façon assez de volume pour tout faire. Donc là, le film-arrêt là-dedans permet de regrouper toutes les analyses ici encadrées en une seule prise d'essai à 200 microlitres et de tout ramener à quelques heures de rendu, ce qui n'était aujourd'hui fait que presque que pour l'entérovirus. Donc on se retrouve avec un diagnostic étiologique qui est avancé d'au moins 3 jours, avec un bilan standard qui est élargi et qui est potentiellement disponible 24 heures sur 24. Donc, en tout cas, moi je trouve très séduisant. Il y a toujours un corollaire, c'est le coût, bien évidemment. Donc ça, c'est le prix du test actuellement à la PHP. Si on est un peu tricheur et qu'on met en ligne toutes les analyses que pourrait éviter ce panel, on est coût efficace. Je dis un peu tricheur parce qu'encore une fois, il y a la moitié des prélèvements ne partent pas dans les 2 laboratoires, donc on n'épargne pas tous ces coûts à chaque fois. L'un dans l'autre, on reste quand même un peu plus cher aujourd'hui à faire du film-arrêt plutôt qu'à faire les analyses simplex telles qu'on les faisait autrefois. Du coup, on se pose la question, est-ce qu'on peut cibler une population de patients avec ce test ? Est-ce qu'il faut la cibler ? Je n'ai pas la réponse. Je présente juste quelques éléments, mais je ne vais pas donner une réponse ferme. Donc ça, c'est ce qu'a fait Hervé Jacquet et Gauthier Péan de Ponfilly à la Rivoisière. Donc c'est des données préliminaires qui ne sont pas encore définitive, mais ils ont repris les 5000 ponctions lombaires qu'ils avaient dans leur base, sachant qu'ils ont une grosse cohorte, puisqu'ils reçoivent toutes les urgences céphalées de l'Île-de-France, enfin beaucoup, et ils ont essayé de voir si on pouvait passer un seuil au-delà lequel il n'était pas utile de déclencher ce test. Ils ont placé le seuil à 20 leucocytes, et avec ce seuil, ils ratent seulement une bactérie sur 19, seulement 8 virus sur 150, et par contre, on voit que pour le cryptocoque, ça marche beaucoup moins bien, mais c'est vrai qu'on est dans une situation avec beaucoup de patients immunodéprimés. Donc, l'un dans l'autre, au lieu de faire 5000 tests, ils en font que 500, et avec 36% de positifs.
Donc ça, c'est vrai que c'est un raisonnement que les bactériologistes ont tout de suite de déclencher, parce que c'est déjà ce qu'ils font pour la culture, en fonction du nombre de leucocytes. En virologie, on l'aime un peu moins, et voilà pourquoi. Nous, les résultats, quelques positifs, les positifs qu'on a eu en 2016, sur 772 LCR, on a eu 11 herpès de type 1, la moitié avait moins de 7 leucocytes. 13 herpès 2, un quart en avait moins de 30. Pour la varicelle, un quart en a moins de 11 leucocytes. Donc nous, en virologie, les leucocytes nous aident moins. Donc pourquoi pas faire ce raisonnement? Économiquement, il se défend tout à fait. Après, attention aux encéphalite virales quand on les suspecte. Je pense que quel que soit le nombre de leucocytes, il faut peut-être y aller. Et attention, il y a aussi des méningites bactériennes avec moins de 10 éléments, ça arrive. Et attention aux immunodéprimés. Donc voilà un peu quelques éléments, quelques pistes. Encore une fois, aujourd'hui, on manque encore d'assises pour être sûr de trouver la bonne organisation qui convient à tout le monde. Je pense qu'elle n'existe pas. Ces tests syndromiques nous posent aussi des gros problèmes organisationnels. Donc voilà un peu comme on est habitué à raisonner. Le clinicien prélève et en fonction de ce qu'il observe, il décide d'envoyer et ou en bactériologie, en virologie, en parasitologie. Là, vous avez affaire à un bactériologiste, un virologiste ou un parasitologue. On est tous complètement déformés et formatés par nos bestioles, qui se comportent toutes différemment avec des règles différentes. Et en tout cas, à Bichat, on s'est même construit des vrais murs en briques entre chaque, puisqu'on n'est même plus dans les mêmes bâtiments. Donc ça ne simplifie pas les communications, ça ne simplifie pas les raisonnements. Et on se retrouve dans une situation où il faut qu'on réapprenne à travailler de cette façon-là. C'est-à-dire que la PCR syndromique pourrait venir avant une analyse plus spécialisée en fonction des résultats. Donc ça, c'est typiquement ce qu'on a prévu dans l'hôpital Nord, qui va être construit pour remplacer l'hôpital Bichat, l'hôpital Beaujon. On a déjà demandé à ce qu'il y ait un service de microbiologie, qu'on puisse se parler plus facilement, avec une plateforme de biologie moléculaire commune, voire une mini-plateforme de biologie moléculaire syndromique près du laboratoire à réponse rapide pour pouvoir le faire en 24 heures sur 24. J'ai dit que l'impact de ces tests est d'autant plus important que le test est rendu très très vite. Donc il faut aussi envisager que beaucoup de ces tests vont finir par aller en point of care, avec là d'autres problématiques. Où est-ce qu'on les met? Chez quel patient on cible? Dès qu'on met un test en délocalisé, en général, la demande s'envole. Donc il faut trouver le bon moyen pour gérer ça aussi en parallèle. J'avais posé la question à certains réanimateurs de chez nous si on avait le test parfait pour délocaliser pour les respiratoires, est-ce qu'ils le voudraient tout de suite? La réponse a été mi-figue, mi-raisin. Oui, ça m'intéresse, mais ça me fait un peu peur. Donc il va falloir qu'on apprenne aussi à gérer ça, je pense, dans un moyen terme. Sans compter aussi qu'il y a aussi tous les problèmes liés au fait qu'on soit dichotomisé. Comment est-ce qu'on s'organise aujourd'hui alors qu'on est complètement séparés? Qui valide? Qui fait l'activité? Comment se répartit les baies? Comment on fait la validation de méthode, etc. Donc là, je regarde dans la salle, tous ceux qui sont organisés en laboratoire de microbiologie et pas comme nous en laboratoire de spécialité ont beaucoup de chance pour ça. Donc au final, pour récapituler un peu, les tests de multiplex rapides pour continuer à s'imposer doivent intégrer les problèmes de terrain, être simple, rapide, sensible, spécifique. Ça, globalement, on est vraiment de plus en plus. Être disponible et réalisable dans l'environnement proche du patient. Là aussi, ils sont quand même de plus en plus rapides et ils sont facilement au moins accessibles au laboratoire de garde. On a vu avec l'étude que M. Dimsi vous a présenté qu'on peut aussi, dans certains cas, les mettre aux urgences, même si c'est un peu plus complexe. Il doit y avoir des panels aussi exhaustifs que possible. Et là, c'est l'enfer pour les industriels, parce que typiquement, le panel méningo-encéphalite est un bon exemple. Quelle cible on manque, quelle cible on rajoute? Là, suivant l'horizon des gens et la patientèle qu'on a dans chacun de nos hôpitaux, les réponses sont tout à fait différentes. Ils doivent avoir un coût acceptable. Ils sont encore chers aujourd'hui. Ils doivent permettre aussi, pourquoi pas, de quantifier les agents pathogènes. Dans le prochain panel pneumonie, ce sera fait, par exemple. Et là, typiquement pour le panel méningo-encéphalite en bactériologie, on aimerait bien que la quantité, est-ce qu'elle pourrait nous aider à dépatouiller un peu ces faux positifs, etc. Ils doivent répondre aux besoins et attentes des cliniciens, mais on manque encore de recul. Et Jean-François vous l'a très bien dit, on n'a pas de recommandation aujourd'hui ferme et définitive attenante à ces résultats. On n'ose pas encore systématiquement retirer les antibiotiques et on doit apprendre à le faire, et donc pour quel patient le faire. Donc il va falloir faire évoluer ensuite les recommandations et les algorithmes décisionnels à partir de ça. Tout résultat s'interprète toujours avec le contexte clinico-biologique. J'entends encore des gens dire avec ces tests, je vais arrêter de réfléchir. C'est pas vrai, c'est surtout pas vrai. Ça reste un test de biologie médicale. Il a ses limites et ses erreurs. Typiquement, les bactéries dans le panel méningo-encéphalite, il faut bien interpréter. Et puis pour les pérenniser, il va encore falloir mieux démontrer l'impact pronostique et l'impact économique de ces PCR syndromiques pour pouvoir les maintenir et les utiliser à bon escient. Je vous remercie toutes les personnes qui travaillent avec nous sur ces sujets. Merci beaucoup pour votre attention. Bien, merci Benoît pour cet exposé qui met bien en lumière dans tous
tous les avantages, mais aussi tous les problèmes que ça peut poser en termes d'organisation notamment. Donc je propose maintenant qu'on passe à la discussion. Donc s'il y a des questions dans la salle, on va faire circuler un micro. Nos 2 orateurs sont là pour répondre à toutes vos questions. Pas de questions? Tout le monde est convaincu? On fait du syndromique chez tout le monde, partout? Nos services économiques sont évidemment ravis. Ne nous convoque pas quand on passe des commandes avec beaucoup de zéros. Merci Françoise Botrel de Parasitomico à Mondor. Merci, c'était un superbe topo, très intéressant pour tous les deux. J'ai une question à propos du cryptocoque, parce que j'ai pas bien entendu. Il me semble que vous avez dit que c'était un faux négatif, et j'aimerais en savoir un peu plus. Ah, un faux positif. C'était un faux positif. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Là, c'était vraiment le faux positif. C'est-à-dire qu'encore une fois, quand on retourne au dossier, il n'y a pas photo. Je ne sais pas pourquoi. Non, il n'y avait aucune raison de penser qu'il avait un cryptocoque, ce dossier. Je peut-être dire une bêtise, mais de tête, je crois que c'était une bête migraine, enfin quelque chose qui n'avait absolument rien à voir. Voilà, c'est un faux positif sur 500 tests. Mais on va se retrouver là aussi, la cryptocoque était comme la bactério, les prévalences sont très très faibles. Donc même si la spécificité du test est excellente, il va quand même falloir comparer ça au vrai cas. Alors, moi j'ai une question. Il est classique pour les tests biologiques de commencer par faire une validation avant de la mise sur le marché. On voit bien que dans les tests syndromiques, on a été pris de court et finalement on se retrouve avec des outils qui sont sur le marché, dans nos laboratoires, et pour lesquels on n'a pratiquement aucune expertise. Alors, vous l'avez peut-être à Bichat, mais il y a certains endroits... Les services économiques viennent nous demander de mettre en place ce type d'examen pour lesquels on n'a aucune expertise. Est-ce que dans votre vécu, avec les laboratoires, vous avez accès à des données qui ne sont pas dans la littérature scientifique? Et je trouve que c'est un problème. Alors pour les respiratoires, clairement, c'est très très compliqué de par la multiplicité des tests comparateurs. C'est vrai qu'on utilise depuis très 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 longtemps, nous, les PCR multiplex à Bichat, qu'on se les compare toutes entre elles avant de les implémenter pour vérifier que tout marche bien, en surblindant les cibles pour lesquelles on ne veut pas d'erreur, c'est-à-dire une grippe VRS principalement. Mais on n'a pas effectivement de choses très très fortes faites très en amont là-dessus. Il y a plein d'études, mais ce ne sont que des études, mais il y a plein d'études partout maintenant qui commencent à fleurir. Et on a quand même pas mal de données. Pour les méningo-encéphalites, il y a Jérôme Le Goff qui est là, qui peut vous parler d'études qu'il a faites à la PHP, qui est une étude rétrospective sur l'échantillon congelé, mais qui a bien montré que le test marchait quand même très 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 bien. Donc nous, à Bichat, on a quand même mis ceinture et bretelles, puis en plus, comme on est centre coordinateur pour les RIHN à ce niveau-là, on s'est permis de le faire pour être bien sûr des choses, et bien en amont, et de garder les comparateurs aussi pour pouvoir le publier derrière, oui. Je ne veux pas être polémique. Là, pour le coup, la recherche est faite sur les deniers publics. Ce que je veux savoir, quelle est la responsabilité des industriels dans la mise sur le marché de ces produits et l'évaluation de ces produits avant d'arriver dans nos laboratoires? Est-ce que c'est quelque chose qui est pris en compte par les agences d'évaluation? Alors, nous, on n'a jamais utilisé une PCR sans avoir des lots gratuits pour tester localement déjà de base. On a toujours accès à quelques lots gratuits pour pouvoir tester les cibles, le panel dans son ensemble et les cibles clés de manière extrêmement robuste. Pour le panel méningo-encéphalite, c'est prévu tel que par le ministère au niveau des RIHN. Donc c'est dans ce cadre-là que sont faites ces études. Oui, bonjour, Romuald Courtade, directeur marketing de Biomérieux. Je voulais simplement préciser que l'ensemble des panels sont agréés FDA et marqués CE. Donc, vous avez au moins cette garantie. Il y a d'autres questions, d'autres commentaires? Oui. Plein de questions, c'est très intéressant. Vous avez parlé du problème de à qui va les B. Alors, j'aurais voulu savoir à Bichat comment vous faites. Aujourd'hui, mal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est le laboratoire de virologie qui fait tout, donc qui garde tous les coups et tous les baies.
À terme, ça va falloir l'implémenter plus sérieusement, donc on est en discussion pour repartager ça. Alors comment on fait? Là, il y a plein de possibilités. Je n'ai pas l'équation magique. On va voir comment on fait. Soit on répartit les baies en fonction du nombre de cibles, soit on fait un petit ratio aussi parce qu'il y a un technicien qui bosse dans un coin et pas dans un autre. Donc il va falloir qu'on... Voilà, ça c'est des discussions qui sont complètement ouvertes et qui ne sont pas encore arrêtées aujourd'hui. Tous les centres ont des organisations différentes, donc chacun s'est organisé un peu différemment. Pour nous aujourd'hui, on fait mal puisque comme c'est nous qui faisons tout, on prend et tous les coups et tous les baies. Mais voilà. Si je peux rebondir là-dessus, donc nous à la Pitié, on a mis aussi en place les tests pour le respiratoire pour l'instant. Et effectivement, la question s'est posée. Nous, c'est pareil, la machine est en virologie et tout est fait en viro. On en a parlé à notre chef de pôle. La réponse du chef de pôle a été, bon, de toute façon, ça reste au niveau du pôle de biologie, donc où soit fait les baies, lui, ça lui importe peu. Mais c'est vrai qu'après, partager, quand c'est une analyse qui a un coût précis, en l'occurrence, là, c'est en RIHN, mais c'est vrai qu'après le rediviser en fonction des services, c'est un petit peu compliqué. Voilà. Donc nous, on l'a mis en place. C'est vrai que pour l'instant, la Bactério accepte, entre guillemets, alors eux valident leurs résultats, parce que nous, on a mis la validation en place Virobactério, mais pour l'instant, on n'a aucune activité correspondante. Et pour l'instant, on est aussi un peu épargné, mais peut-être à tort d'ailleurs, par l'accréditation. Ces tests échappent encore un peu à l'accréditation, donc on essaye quand même de s'y mettre, parce que sinon, on va se faire rattraper. Mais du coup, aussi, même si la machine est en viro, la validation de méthode ne va pas être faite par le virologue pour la partie bactério-parasito. Donc de toute façon, il va bien falloir organiser ça mieux. Oui, exactement, oui. Puis l'achat des EEQ, etc., qui achète les EEQ, qui les passe, qui les... Oui. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui, une question là-bas. Dans votre expérience, vous avez trouvé de la coqueluche? On a eu quelques malades avec des pneumonies sévères et Bordetella pertussis, oui. Oh, j'en ai un en tête très clair qui était clairement une coqueluche jeune adulte, sans problème. On n'aurait jamais pensé au diagnostic. En règle générale, on trouve beaucoup moins de bactéries que de virus, mais on en trouve quand même un peu de chaque, oui. Avec quelques surprises parfois. Oui, une question. J'avais une question à propos, je vous remercie, c'était vraiment très beau et superbe comme présentation. Notamment, j'ai apprécié la valeur prédictive négative qui me paraît importante, de recentrer un peu le débat. Alors justement, pour recentrer le débat, je voulais savoir quelle est la signification. Est-ce qu'il s'agit vraiment d'une pathogénicité de ces virus ou est-ce qu'il s'agit d'un portage? Et ça, c'est une grande question. Il faudrait essayer de répondre, pas en testant uniquement des patients qui sont en réanimation, mais des patients qui sont porteurs, qui vont bien, et qui viennent aux urgences pour autre chose. Et ça nous permettrait de comprendre un peu mieux ces histoires de virus. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, il y a finalement beaucoup trop peu de données chez la personne qui n'a rien. Parce que les tests sont chers, donc personne ne s'est amusé à le faire à grande échelle. Il y avait quand même une étude, c'est vrai que je devrais rajouter dans les diapos, qui est américaine, qui l'avait fait chez l'enfant. Alors chez l'enfant, c'est la catastrophe, parce qu'ils ont tous beaucoup de virus respiratoires, et même ceux qui n'ont rien, je crois qu'ils avaient des taux de mémoire autour de 40% de positivité. On est à 80, nous, enfin on est à 60, 80 en fonction des âges à l'hôpital, donc il y en a quand même plus. Chez l'adulte, par contre, dans cette étude-là... Ouais. Il y a une étude sur le rhinovirus qui montre qu'il y a une corrélation assez nette entre le nombre de porteurs et le nombre d'enfants que tu as à la maison et leur âge. Voilà. Il me semble qu'il y avait une étude américaine cas témoin où ils avaient pris des adultes qui n'avaient rien comme symptômes, ils avaient testé en PCR multiplex aussi, et ils étaient à moins de 5% de virus respiratoire chez le patient qui marche et qui n'a pas qui ne mouche pas, entre guillemets. Donc là, c'est pas la même histoire chez l'enfant et chez l'adulte. Pour reprendre l'étude qu'a fait Paul en réanimation médicale ici, parmi les pneumonies nosocomiales, ceux qui avaient des PCR multiplex avant l'épisode de pneumonie, la moitié était négatif, et c'est ceux qui font des virus entre guillemets méchants. Donc il y avait du VRS, du para-influenzé, du métapneumo, des corona, et puis il y en avait la moitié qui était positif avant et qui là avait un portage, et c'est le rhinovirus. Pour aller plus loin, je pense que on a essayé de parler de ça, mais je pense qu'il y a vraiment deux médecines. Il y a la médecine non programmée immédiate qui doit être monosynaptique, où il y a un certain nombre de choses qu'il faut traiter, puis il y a une médecine à apprendre, médecine de recours. On pourrait très bien imaginer que ces PCR syndromiques aient un rendu aigu immédiat de très peu de choses et un rendu semi-retardé d'un certain nombre d'autres choses. Le temps de comprendre. Et je trouve non éthique de ne pas aller voir ce qu'elles veulent dire.
plutôt que de dire on s'en fout, ces trucs-là, ça fait 100 ans qu'on vit avec et ça fait rien, je pense qu'il faut utiliser ces données pour aller plus loin, pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe. Et je suis assez convaincu qu'on a autant à apprendre que depuis le début de la bactériologie, quoi. Donc, ou de la microbiologie en général, sur notre comportement vis-à-vis de nos agresseurs ou de nos symbiotiques. Et d'autant que c'est vrai qu'on les méprise aussi beaucoup parce qu'on n'a pas de traitement, on n'a pas de vaccin, on n'a rien. Ça commence à venir. Pour le VRS, on le voit pointer le bout de son nez. Pour d'autres virus, il y a des choses qui se développent aussi très lentement, mais je pense que l'équation va changer, pas l'année qui vient, c'est sûr, mais petit à petit va changer. On va commencer à avoir les traitements et des choses à réfléchir plus qu'aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'épargne les antibiotiques, ce qui est déjà quelque chose. Je fais sortir le patient s'il va bien, ce qui est aussi quelque chose, et j'isole. Mais je pense que d'ici, pas tout de suite, mais d'ici 5-10 ans, les choses vont changer un peu à ce niveau-là aussi. Il y a un élément, peut-être j'ai pas assez insisté, mais je pense que c'est très important à réfléchir dans l'avenir, c'est qu'il est très différent pour un docteur d'arrêter un traitement qu'il a commencé que de ne pas le commencer. Et il y a un peu de l'horaire fatidique. Sur le malade grave, c'est 1 heure, 3 heures maxi. Et sur le malade moins grave, ça va être 6 heures, quelque chose comme ça. Il aura du mal à se retenir plus. Et pour que ça marche, il faut que ces tests soient rendus avec des temps si courts. Ça probablement ne peut pas marcher si les délais sont plus longs. Parce que vous avez démarré un truc, donc l'expertise initiale, c'est-à-dire la réflexion initiale, qui vous a pris un temps de prescrire, d'essayer de réfléchir, etc., elle est faite au début, et puis elle est refaite parce qu'on a l'habitude. On réévalue, genre après 24 heures, et puis on réévalue après 48 heures, etc., mais c'est fini. Donc, il faut des tests sur lesquels la prescription empirique est modifiée et pas qui sont nécessaires pour la réévaluation. Je pense que si on veut arriver à économiser de l'antibiotique, c'est un élément majeur sur les malades qui ne justifient pas immédiatement des trucs. J'étais assez surpris qu'avec 2 heures et 2,3 heures, ils n'arrivent pas à se retenir de prescrire. Donc quand même, le malade, ils n'ont rien, quoi. Là, ils n'ont vraiment rien. 37,5... ils n'avaient pas grand-chose, les malades, là, aux urgences. Ils auraient pu attendre 3 heures, et j'ai été surpris de ça. Donc, je ne sais pas pourquoi, et ça, je pense que c'est un apprentissage de comportement. On a tellement bassiné les gens avec le sepsis, l'antibiothérapie immédiate, etc., qu'on finit par faire n'importe quoi. Donc, il y a aussi des limites, et probablement un bénéfice majeur sur les malades les moins sévères, à attendre un petit peu. Bien, merci beaucoup. On m'a dit qu'il va falloir libérer la salle pour les prochaines sessions. Donc, merci beaucoup aux 2 orateurs. Et merci à Biomérieux d'avoir organisé ce symposium. Et merci à tous d'y avoir assisté.